Et je vais parler des câbles sous-marins. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir les mots de vocabulaire. Je vais en répéter quelques-uns si vous voulez. Je vais dire indispensable, le secteur boursier, donc la bourse, la fibre optique, les ballons stratosphériques. C'est pas très important, mais je vais employer ce mot. La latence, c'est le temps que prennent les données à être envoyées d'un endroit à un autre. C'est le lag en anglais, je pense. Et je vais dire aussi vocation. Dans ce discours, vocation, je l'entends comme la fonction ou l'utilité de quelque chose, la vocation de quelque chose. Voilà. Alors, je vais me rebrancher. Je commence. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec ma colocataire et bon, évidemment, comme tous les soirs, on parlait un peu du virus corona et je lui ai dit, en ce moment, tout le monde est sur Internet, alors les câbles sous-marins doivent être surchargés. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre et c'est là que j'ai compris que les câbles sous-marins sont en fait pas très bien connus et peut-être pas aussi célèbres que je pensais. Mais savez-vous que la plupart des flux Internet et des communications Internet ne se font pas par satellite ou par sans fil? La plupart des flux Internet se font sous la mer, dans des câbles sous-marins. Et je vais vous en parler un peu. Ces dernières années, les câbles sous-marins ont suscité de plus en plus d'intérêt de la part des médias et du grand public, surtout en raison de leur caractère déterminant et stratégique pour le développement d'Internet et des télécommunications mondiales. Pourquoi ces câbles sous-marins sont si stratégiques? Il faut savoir qu'une grande majorité des données qui circulent entre les pays transitent par des câbles sous-marins, sous la mer, plus de 90% des communications mondiales. Ces données sont nécessaires et parfois indispensables à une grande partie de nos activités quotidiennes. Cela signifie que nos sociétés sont de plus en plus dépendantes des câbles sous-marins et parfois on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas vraiment. Ce qui donne un rôle et un intérêt stratégique à ces infrastructures, c'est que si jamais il y a une rupture du trafic qui passe par ces câbles, eh bien un grand nombre d'activités seraient tout à coup bouleversées. Par exemple, le secteur bancaire et boursier serait bouleversé, les vols internationaux, les avions, et bien sûr les réseaux sociaux. C'est donc l'ensemble de l'économie mondiale et nos vies en société qui seraient bouleversées par une rupture des câbles sous-marins. Aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui est capable de remplacer les câbles sous-marins. Aucune nouvelle technologie a le potentiel d'être un successeur. Mais il y a des gens qui disent que des méga constellations de satellites, donc des gros groupes de satellites, pourraient peut-être un jour faire concurrence aux câbles sous-marins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, parce que dans les années 60, les satellites commençaient à être construits et commercialisés, et les gens disaient, ah, les satellites vont remplacer les câbles sous-marins, et les câbles sous-marins vont devenir secondaires. Mais cela a changé dans les années 80-90, parce que c'est là que la fibre optique est arrivée. Et la fibre optique, elle a permis d'obtenir une capacité de transmission inégalée, c'est-à-dire que la rapidité et la sécurité des communications sur fibre optique est la meilleure et de loin. En ce qui concerne la rapidité et la sécurité, selon les experts en communication, les satellites sont loin de la technologie des câbles en fibre optique. Et de toute façon, les satellites, ils n'ont pas la même vocation, ils n'ont pas le même budget et ils n'ont pas la même capacité que les câbles sous-marins.
Toutefois, il faut souligner l'importance des ruptures technologiques en matière de télécommunications. La technologie change très vite et il y a de nombreux projets en développement. Par exemple, le projet des ballons stratosphériques qui pourraient aider les régions les plus reculées ou les régions les plus rurales à se connecter à Internet ou à la 4G. Mais le problème avec ce type de projet, c'est que ça demeure une technologie sans fil et donc avec une capacité inférieure et avec une plus grande latence. Ça peut être un bon complément aux câbles dans les zones qui ne sont pas accessibles, mais ça ne peut pas les remplacer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés dans la technologie sous-marine et les investissements permettent des innovations et les innovations donnent aux câbles une puissance supérieure à toutes les autres technologies. Donc en fait, c'est un cercle vertueux pour ce secteur et les câbles de fibre optique, les câbles sous-marins, ne vont pas disparaître de sitôt. En général, les investissements massifs viennent des GAFAM. Vous connaissez fort probablement les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et de plus en plus, les investissements massifs arrivent et les améliorations sont assez impressionnantes. Ces investissements ont aussi eu un impact sur le prix des infrastructures. Le prix ne cesse de diminuer et donc les infrastructures deviennent de plus en plus attractives. Comme je l'ai dit, c'est un cercle vertueux. Alors, certains d'entre vous, vous allez vous poser la question, mais est-ce qu'on ne risque pas une pollution des océans? Est-ce que ça ne pollue pas les océans? Eh bien, c'est une question écologique très pertinente. Les câbles sous-marins ont un impact environnemental. L'impact environnemental du développement des câbles sous-marins est une vraie question. Selon les industriels du secteur, cet impact est faible. Mais moi, je ne les crois pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, dans le monde, il y a assez de câbles sous-marins pour faire le tour de la Terre 32 fois. 32 fois. Et il n'y a aucune loi qui oblige les opérateurs et les compagnies de télécommunications à retirer ces câbles du fond des mers quand ils n'en ont plus besoin. Vous savez, la technologie, ça change souvent et dès qu'une technologie est obsolète, on la remplace par une autre. C'est la même chose pour les câbles sous-marins. Quand ils ne sont pas assez rapides, pas assez puissants, on les coupe et on en met d'autres, plus nouveaux, plus puissants. La législation qui est en place en ce moment oblige les nations à retirer les câbles dans leurs eaux territoriales, dans leurs propres eaux territoriales, mais dans les eaux qui sont internationales, il n'y a aucune législation, aucune règle. Donc très souvent, les pays vont couper les câbles à la hauteur ou au niveau de leur propre eau territoriale et tout le reste du câble, il est laissé dans la mer. Et évidemment, vous connaissez les conséquences. Le câble, il est fait en plastique et on connaît très bien les conséquences du plastique sur la biologie marine. Le plastique termine dans les estomacs des poissons, des baleines, de toute la vie, de toute la faune marine. Donc si on est en Espagne, par exemple, s'il y a un câble sous-marin qui part de la côte espagnole, on va dire de la Galicie, pardon, s'il y a un câble sous-marin qui commence de la Galicie, eh bien, quand le câble est obsolète, on coupe le câble à 20 ou 25 km de la côte et tout le reste du câble est laissé au fond de l'océan. Alors voilà, j'espère que ce n'était pas trop court comme discours. Je voulais juste apporter un peu de clarté et de connaissance sur ce thème parce que ça m'a surpris de voir que ce n'était pas tout à fait connu. Et j'espère que c'était un peu intéressant et pas trop technique. Merci de m'avoir écouté.